La question du terrorisme a installé de la fébrilité à la limite dans le quotidien des populations et dans le quotidien des travailleurs. Et quand on pense aux travailleurs, on pense forcément aux hommes des médias. Fébrile aussi a touché le sujet, William? Oui, il faut y aller comme ça. Oui, fébrile parce que c'est une nouvelle matière. Vous voyez, ce que vous n'avez jamais fait, c'est comme couvrir les élections. Vous avez l'impression que ça ressemble à toute couverture médiatique. Mais faites votre première expérience sur le théâtre de la couverture d'une élection, vous saurez que ça ne ressemble pas à une assemblée générale constitutive d'un syndicat. C'est pareil pour une marche des syndicats, une vraie marche, hein, pas ce qu'on voit ces dernières années. Quand les gens marchent vraiment, bon, je ne sais pas si ce sont de fausses marches, mais quand les gens marchent vraiment fâchés, et sont prêts à en découdre avec une gouvernance, avec des discours véhéments, virulents, qui tirent à boulet rouge, qui tirent des obus sur une gouvernance, et que vous arpentez les bitumes de Cotonou avec eux, ce n'est pas la même nature de reportage que l'inauguration d'un centre commercial en ville. C'est pareil également quand le grand banditisme sévissait à Cotonou. Les aînés qui ont couvert ces reportages où ça tire à balles réelles pour arrêter des bandits, des malfrats, c'est pareil, ce n'est pas la même façon. Donc, en fait, chaque chose a ses contraintes, et cette matière, excusez du peu, on l'a vu avec Daesh sur les écrans, on l'a écrit dans nos chroniques internationales, mais franchement, on n'était pas au contact de ça. Donc, c'est une matière nouvelle pour nous. Et comme toute chose nouvelle, on a d'abord peur, on prend du recul pour venir avec les armes et les gants qu'il faut pour y aller. Le riche. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais faire un clin d'œil à Radio Carimama qui actuellement traverse une situation assez difficile parce que c'est l'une des radios qui est au cœur de la situation et qui vit véritablement cette situation de crise quand nous parlons de terrorisme. J'ai eu à discuter avec le directeur de cette radio qui m'a notifié que c'est vrai qu'il y a un couvre-feu à partir de 19h et parfois il est obligé d'éteindre la radio, d'éteindre tous les émetteurs à partir de 17h pour permettre aux journalistes et aux techniciens de vite rentrer chez eux pour ne pas être arrêtés par les hommes en uniforme parce qu'à partir de 19h, celui qui circule, elle n'est pas vraiment le bienvenu. On demande qui il est, comment il est, et vous comprenez un peu la procédure et c'est tout simplement parce qu'il faut sécuriser la zone et certains, au début, la radio commençait à 7h, les techniciens étaient obligés de venir à 6h, mais très souvent, ils se retrouvaient encore en difficulté avec l'armée. Donc, ils sont obligés maintenant de revoir également leur programme. Donc, ils démarrent à 8h. Donc, les techniciens peuvent maintenant démarrer, de quitter leur maison à 7h. C'est pour vous dire que voilà une radio qui vit véritablement cette situation de crise liée au terrorisme. Et d'ailleurs, il m'a confié un mot, il m'a dit que là-bas, ils n'ont même pas le courage de parler de terrorisme, ils n'ont même pas le courage de parler de sécurité ou de défense. Et que les terroristes, ils n'ont même pas le droit de dire qu'ils sont terroristes ou djihadistes. Ils les appellent les alphas de Brousse. Les alphas de Brousse. Donc c'est le mot qu'ils utilisent parce que le jour où vous dites terroriste, là vous pouvez en prendre pour votre coup. Et pour vous faire comprendre que loin de Carimama, nous ne voyons pas toujours l'ampleur de la situation. J'ai eu à échanger avec lui, j'ai compris un peu la situation, l'ampleur de la Ça vous impose aussi la même pression, vous ici? Non, la pression ici, nous ne l'avons pas, mais la pression, moi, je voudrais ramener cette pression-là au rapport entre l'armée, les forces de défense et la presse. C'est vrai que c'est un sujet sensible et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le journalisme prévoit plusieurs genres de production. Et à travers ces genres de production, vous avez la possibilité de traiter des informations comme cela se doit. Et le journalisme étant un métier régi par un code et une déontologie, le professionnel qui est vraiment au fait de sa formation, qui maîtrise réellement le b.a.-ba de son travail, c'est qu'il doit dire certaines choses. Et d'ailleurs, le code de l'éthique et de déontologie l'a dit, dans l'un de ses articles, il y a des informations qu'on ne peut pas diffuser lorsque cela porte atteinte à la sûreté d'un État. Donc, ceci étant dit, je dis, ne pas communiquer en situation de crise est pire que mal communiquer en situation de crise. Et cette phrase, laissez-moi terminer. Et cette phrase, justement, c'est l'un des experts en situation en communication de crise pour une formation que j'ai suivie très récemment avec le haut commandement de la police républicaine qui nous a notifié ceci. Il dit,
quand il y a une situation de crise, d'ailleurs, il y a plusieurs types d'informations. Il y a l'information préventive, il y a l'information en phase d'urgence et il y a l'information en phase ultérieure. Et la phase ultérieure, étant donné que c'est un serpent qui se mord la queue, la phase ultérieure dresse le lit en même temps pour l'information préventive. Donc, il faut toujours rester en état de veille quand on sait que la crise peut survenir à tout instant. Et à partir de cet instant, quand vous ne donnez pas l'information qu'il faut, vous savez, ça laisse place à la désinformation. Et cette désinformation peut créer beaucoup plus de problèmes que ce que vous étiez en train de calmer. Et quand il y a un silence, lorsqu'il y a situation de crise, ceux qui ne sont pas des médias conventionnels récupèrent. C'est vrai qu'on dit, très souvent on ne voit que les journalistes. Tout à l'heure, j'ai apprécié la chronique tout à l'heure quand il précisait qu'à un moment donné, qu'on retient l'information. Il faut permettre à des journalistes qui maîtrisent le domaine d'aller à l'information. Et les experts en communication de crise ont encore précisé une chose. Quand une crise survient, dans les minutes qui suivent, il faut déjà commencer par faire un communiqué de presse. Déjà un communiqué de presse. Et quand vous ne sortez pas cette communiqué de presse, à partir du moment où l'information commence à aller et que le temps passe, la désinformation laisse place à beaucoup de problèmes que vous aurez du mal à gérer. L'impression, en tout cas avec le contexte que nous traversons, qu'il y a une sorte de pression ou c'est pas moi qu'on empêche véritablement aux médias de faire leur rôle en toute responsabilité suivant le code de déontologie et de l'éthique? La pression est à tous les niveaux, Tanguy, parce que le contexte a changé. Il y a une guerre qui s'est invitée sur notre territoire et cela fait des victimes. Et nous savons que dans notre travail de donner l'information au public, parfois il nous arrive d'être tellement professionnels que dedans nous pouvons donner des informations qui peuvent servir à l'ennemi de se positionner et de se repositionner. Je pense que toute la problématique c'est comment informer, quand est-ce qu'il faut informer, ce qu'il faut dire. Nous, de notre position, on peut voir ça comme une volonté de nous interdire de faire notre travail. Mais quand on place le discours, en mettant l'accent sur l'intérêt général du pays, que nous devons préserver, parce qu'on est journaliste, certes, mais nous sommes citoyens et nous avons à cœur de préserver aussi l'intégrité de notre territoire. Et je pense que si des soldats sont invités à sacrifier leur vie au front, nous sommes aussi invités à sacrifier peut-être une partie de notre liberté, une partie de notre façon de travailler, n'est-ce pas, pour accompagner toutes les mesures qui sont prises par l'État central pour empêcher l'ennemi d'opérer. Vous pouvez lire tous les documents sur ce phénomène, on vous dira que ce qu'on essaie de mettre le plus en avant, c'est la guerre de la peur. Et quand on est à ce niveau de combat, enfin un peu comme ce que nous voyons au nord, on essaye de mettre de la terreur, on essaye de faire peur, de toucher la psychologie des citoyens. Et quand il y a souvent ces crises, il y a aussi la guerre de l'information. Et donc cela passe par des médias. Et donc ne nous prêtons pas forcément à ce jeu de donner l'information, certes, mais en même temps d'augmenter ce niveau de peur dans l'esprit de nos concitoyens, n'est-ce pas, face à ce phénomène. Je pense que l'enjeu est à ce niveau. Et comme l'a dit William, on ne s'y connaît peut-être pas. Et parfois, on pense bien faire et on se rend compte en réalité que tout en faisant notre travail, n'est-ce pas, il se peut que cela, quelque part, puisse aider l'ennemi. C'est en cela qu'il faut véritablement recentrer, amener les médias à mieux connaître cette discipline, comment il faut s'y prendre et comment il faut faire. Et peut-être espérer aussi du côté des médias leur contribution, n'est-ce pas? C'est quand même curieux que ce soit l'armée qui apprenne à la presse les lignes pour être patriote, pour ne pas être patriote, pour avoir un comportement professionnel et des informations qui protègent le pays. Le journaliste qui a fait sa formation et qui l'a bien faite, il n'a pas besoin des orientations de l'armée. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète de la prestation des journalistes? Non, a priori, on ne devrait pas apprendre cela aux journalistes parce qu'on estime que le journaliste est formé et a tous les outils nécessaires pour manipuler l'information, pour informer en temps de crise. Mais lorsque vous vous référez à ce que nous vivons depuis 2022, si mes notes sont bonnes, où nous avons enregistré la première attaque terroriste, c'est que nous n'étions pas habitués à ce fait-là. On peut par exemple vous dire qu'il y a, disons, vindicte populaire, il y a mais jamais dans l'histoire du Bénin, nous n'avons eu des gens qui viennent de nulle part, qui sèment la terreur, qui tuent vos compatriotes devant vous et qui s'évaporent dans la nature. Et donc, par rapport à cela, c'est de nouvelles
de nouvelles réalités qui s'intègrent aujourd'hui à notre quotidien et également dans le métier des journalistes. Ça, c'est pour les journalistes qui sont formés, qui savent. Mais lorsque vous voyez également la différente, l'explosion même des médias aujourd'hui sur la toile, un peu partout, combien sont ces journalistes-là qui sont formés à la manipulation de l'information en temps de crise? En intervenant tout à l'heure, Ulrich a dit avec précision qu'il y a une formation qui a été donnée et on leur a dit voilà ce qu'il faut faire en temps de crise. Là, c'est la communication. Donc, oui, ça c'est la communication. L'information, je crois que en temps de crise ou en temps normal, le code de déontologie et de l'éthique reste le même. Oui, je suis d'accord. Mais en donnant l'information, on peut communiquer. Lorsque, par exemple, vous dites les djihadistes ont tué encore 9 personnes dans le nord, sans expliquer les circonstances dans lesquelles c'est intervenu, comment l'armée a pu en arriver? Parce que si l'armée n'était pas là, peut-être qu'on aurait enregistré une dizaine, une trentaine de morts. Là, vous communiquez sans le savoir aux terroristes. Vous communiquez pour le compte des terroristes qui ne veulent que ça. Eux, c'est de savoir que ils sont en train de détendre leurs tentacules, qu'ils sont en train d'évoluer dans leur manœuvre, de créer la peur et la stupéfaction dans le rang des populations, de leur faire reculer et d'occuper le territoire. Et donc, sans le savoir, on communique pour eux. C'est pourquoi il est dit aujourd'hui, écoutez, lorsque vous voulez communiquer, sachez quoi faire. Lorsque vous démystifiez, par exemple, leur façon de faire, vous dites, ils viennent, ils vont vous parler et vous faites des débats en langue dans tout ce que vous voulez, avec tous les outils que vous voulez. S'ils viennent vous voir, écoutez-les, mais sachez que ce qu'ils vous vendent, c'est rien du tout, c'est pour vous amener à vous rebeller contre vos frères. Lorsque vous écoutez vous visionnez les vidéos qui ont circulé, vous écoutez des gens qui parlent nos langues, les langues locales. Cela nous fait poser beaucoup de questions. On se demande, mais c'est finalement nos frères qui viennent nous attaquer. Parce qu'on demande aux gens en langue locale, je ne veux pas faire de la stigmatisation, tu viens d'où, qui es-tu et tout ça. Et vous sentez que c'est même l'accent de chez nous, des gens qui posent des questions. Donc finalement, c'est peut-être des gens qu'on a recrutés parmi nous, qu'on a formatés pour nous attaquer, donc qui font le job à la place de ces responsables djihadistes-là. C'est important de pouvoir circonscrire l'information. Et je pense que de la frilosité qu'on a observée dans le comportement de l'armée au début de cette crise-là, petitement, on est en train de laisser place à une certaine ouverture. On appelle les médias, on donne des contacts qu'on peut joindre pour avoir l'information. C'est déjà très important. Tanguy, attention à la censure. Parce que si on a envie de faire de la presse russe ou nord-coréenne, faisons-la. Si on a envie de faire du journalisme, faisons du journalisme. Retournons au principe de la science du métier. Les critères de choix de l'information, dont la portée et l'intérêt de l'information. Pourquoi des Béninois boivent champagne ou dansent sur Cassave au moment où 34 ou 28, bon finalement on ne connaît plus le vrai chiffre, de leurs soldats sont en train de tomber au front? Je pense qu'il y a un problème. Et pour ça, je ne pense pas que le journaliste a besoin d'un contact au niveau de l'état-major ou le journaliste a besoin d'autres mesures de patriotisme. Parce que j'ai envie de dire à cette nouvelle idéologie qu'on dit dans les médias depuis qu'il faut du patriotisme, j'ai envie de me demander si les étrangers ne peuvent pas travailler en tant que journalistes sur d'autres territoires pour couvrir de l'information. Eux, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, c'est ça? Non, le métier a des règles, le métier a des codes. Il y a une évidence. Au lieu de s'intéresser aux gens qui insultent tout à l'heure ou qui donnent la parole aux opposants politiques, la HAC, notre fêtière, c'est ça même, la protection, la promotion de la liberté de presse, devrait former les journalistes, justement avec les experts. Si c'est la police qui forme mon très cher aîné Ulrich Gaba à couvrir l'information sécuritaire, je dis que mon métier est en danger. Si c'est l'état-major qui organise une causerie débat pour me dire à moi, journaliste, dans un jargon militaire, excusez, ils ont les meilleurs spécialistes du monde dans divers domaines en santé, je le reconnais, mais ils ne sont pas journalistes. Ils ne sont pas l'ODEM, ils ne sont pas la HAC, ils ne sont pas des professionnels pour me dire ce qui... Écoutez... Mais ces occasions peuvent être des ouvertures sur... Justement, commençons par là. Oui, des ouvertures aux professionnels des médias sur leur réalité. Absolument. Et comment est-ce qu'eux, ils appréhendent. Je suis totalement d'accord. Si on peut commencer par là, quand il y a 2 mois, 3 mois, il n'y avait absolument rien. Mais je ne crois pas à ce discours de patriotisme où la HAC, une institution de promotion de la liberté de la presse, sort un communiqué pour dire face à l'information terroriste, faites attention. Et face au 3e mandat, qui est anticonstitutionnel, que des gens disent dans les médias depuis 3 mois, qui n'intéresse personne. Face à d'autres préoccupations. Oui, mais ça ne fait pas des morts. Ça ne fait pas des morts. Oui, ça ne fait pas des morts. Mais le 3e mandat, ça ne fait pas des morts. Face à la transhumance.
Vous savez combien de chiffres nous avons eu sur la transhumance dans ce pays pendant des années? Face à ça, qui nous a formés? Qui nous a dit quoi? Revenons aux fondamentaux. Arrêtons de nous leurrer, arrêtons de débattre pour un camp ou l'autre. Disons-nous, est-ce que notre métier n'est pas en danger si nous avons une nouvelle matière et qu'on ait 50 ans d'expérience ou 100 ans d'expérience? Ce n'est pas inutile de s'intéresser à cette matière. Et je pense qu'on soit de la gauche ou de la droite, et dans cette affaire, lorsque nous parlons de terrorisme, je pense qu'il faut se départir un peu des considérations politiques. Vous savez, psychologiquement, imaginez que lors des Vodou Days, quand on a frappé dans le Nord, qu'on teste tout à Ouida, qu'on se range dans nos chambres et qu'on commence par pleurnicher. Quelle image cela va donner? Eh bien, le groupe qui a revendiqué l'attaque du 8 janvier va s'en réjouir. Ça veut dire que toute la nation est à terre. Et c'est en cela que le groupe ne s'en réjouit pas actuellement, vous pensez? Non, le groupe s'en réjouit, elle va davantage se réjouir. Et ce n'est que ça que les terroristes recherchent. Moi, je pense que mon cher William fait un peu erreur lorsqu'on dit qu'on doit censurer l'information. Moi, si je suis un responsable de médias, ceux-là qui sont allés faire la causerie débat, Dr Malik Gomina, les responsables il y a certains responsables de la presse qui ont fait la presse pendant près de 25 ans et qui ont rappelé à l'attention de la presse qu'il faut encadrer l'information. En cette période, on ne va pas dire que tous ceux-là sont des godios, c'est des gens qui ont appris, et dans tous les pays. Il y a même un colloque qui a été organisé, je ne sais en quelle année, où ces règles-là ont été à nouveau, on a mis l'accent sur ces règles-là. Mais est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est à l'État-major? Oui, l'État-major, c'est la RAC qui doit organiser ça. Non. La question du journalisme. Non, pas tous les éléments. C'est l'État-major ou c'est la RAC? L'État-major, la police, je ne sais pas, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, tout le monde peut organiser cela. La RAC, par exemple, peut ne pas avoir tous les éléments d'appréciation, tous les éléments de langage en matière de crise, oui, parce que les militaires, ils ont les langues. Parmi eux, il y en a qui sont formés à la communication. Oui, parmi eux, quand vous cherchez... On fait de l'information. Non, il y en a qui sont formés... On fait de l'information, mais cela ne va pas nous amener à dire, par exemple, à donner des informations qui vont davantage mettre la peur dans le ventre des populations. C'est de cela qu'il s'agit. Mais est-ce que le code de déontologie et de l'éthique déjà les règles suffisamment ça n'empêche pas. Ça veut dire que les tests qu'ils ont mis en place en 1999 ne sont pas du tout... Oui, mais si nous respectons vraiment cela, pourquoi il y en a qui diffament? Pourquoi il y en a qui donnent de fausses informations, qui sont obligés d'écrire, Eratom, qui sont obligés de lire, nous avons donné la parole à... Si ça veut dire que malgré l'existence de cet arsenal juridique, de ces tests-là, il y en a qui passent à côté du métier et il faut le rappeler. Vous savez, le véritable problème souvent, quand il y a crise, c'est ce conflit entre l'armée ou la police, en général, les forces de défense et de sécurité et la presse. C'est ça le véritable problème souvent. Est-ce que c'est un conflit? Non, c'est un conflit de définition. C'est un conflit en ce sens que la presse veut avoir de l'information. La presse veut avoir accès à l'information. La presse veut aller, si possible, même sur le terrain, même si c'est dangereux. La presse veut informer le public. De l'autre côté, les forces de défense et de sécurité voient ce qu'on peut diffuser tout de suite, ce qu'il faut faire pour ne pas entretenir la peur. Parce que ça, c'est aussi un autre aspect qu'il faut voir en temps de crise. La communication de crise, l'information de crise, fait attention à cet aspect-là. Parce que vous devez donner l'information, mais donner l'information sans entretenir la peur et encourager. Par exemple, quand on veut donner une information en temps de crise, moi, par exemple, quand j'entends parler des causeries débats qui ont eu lieu récemment, moi, je trouve que c'est tardif. Excusez-moi, je le dis clairement, c'est tardif. Parce que regardez le nombre de temps qui s'est écoulé entre la période où les djihadistes sont frappés, la première attaque d'ailleurs, et c'est maintenant qu'on commence à faire des causeries débat. Je pense que l'armée a failli sur ce coup. Il faut en même temps... Je ne réunis pas celui qui a initié ça. Oui. Regardez le comportement de nos fêtières, de nos institutions professionnelles par rapport à ce qu'il a fait. C'est comme si c'est une initiative isolée. Alors que jusque-là, il n'y avait absolument rien.
Moi, je me pose des questions. C'est comme si on a oublié notre mandat, on a remis notre mandat à d'autres personnes. Donc je pense qu'à ce niveau, effectivement, l'armée a failli. Parce que, comme je l'ai dit, ne pas communiquer en temps de crise est pire que mal communiquer. Et maintenant, le plus important ici, l'information qu'on donne. C'est-à-dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas entretenir la peur. Il y a le plus important, what do we know? Ça, c'est la première question qu'il faut vous poser. Parce que quand l'information est donnée, il faut dire, qu'est-ce que nous savons précisément? Quand vous donnez ce que vous savez, what we do? Qu'est-ce que vous avez fait dans le temps? What we care? C'est-à-dire là, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? Et après, we read back. Parce que vous avez donné l'information, vous avez dit ce qui est fait, ce que vous êtes en train de faire aussi pour prendre des dispositions, et vous revenez au public pour donner des informations. Quand vous faites ça avec la presse, vous êtes sûr que la presse va pouvoir donner l'information et vous accompagner. Mais quand vous faites de la rétention d'informations, parce que c'est ça justement le problème, quand il y a de la rétention d'informations, si la presse ne donne pas l'information, soyez sûr que ce sont des web activistes qui vont donner l'information, et ceci de façon anarcho-gauchiste. Oui, je pense que c'est un élément qui doit intéresser tout le monde. Le code de déontologie qui existe, peut-être qu'à l'époque où le législateur travaillait sur ça, on ne pouvait pas s'imaginer qu'en 2025, on serait au cœur d'un tel conflit. Et mieux, le code qui existe n'a pas empêché l'ODEM à auditer chaque fois des quotidiens pour des erreurs professionnelles. Donc ça veut dire que même en présence de l'existence de ce code, il nous arrive de commettre des erreurs et d'amener des faitiers, n'est-ce pas, à travailler. Voilà. Donc je pense aussi que censurer, oui, pourquoi pas. Vous savez, on nous a dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Si tant est qu'on est convaincu que l'information que nous avons et que nous voulons mettre à disposition du public, peut-être à partir de journalistes même, déjà. À partir de nous-mêmes, déjà. Est-ce qu'on va pas nous manipuler, nous martyrer. Vous savez, même l'ennemi, il suit nos médias. Il suit régulièrement les informations que nous publions pour davantage se repositionner, pour davantage... Donc ce n'est pas nous qui les informons en réalité. Ils sont très informés. Pour davantage... Non, il suit nos médias aussi. Ils suivent nos médias, puisqu'ils sont aussi parmi nous, au sein de nos populations. Donc, ils consomment le même contenu que nous publions, n'est-ce pas, pour davantage informer les leurs. Aussi, vous savez, quand on arrive à ce niveau, je pense que ça soit la HAC, l'état-major ou la police, toutes les initiatives qui peuvent amener les journalistes à s'informer ou se faire former sont la bienvenue. L'état-major dispose sans doute des informations en initiant des causeries à mettre à disposition des journalistes. Ce que la police républicaine a organisé, que Ulrich a participé, aujourd'hui, il a des informations, il a de la documentation, n'est-ce pas, pour aborder ce sujet. La HAC aussi est invité, n'est-ce pas, à organiser, pourquoi pas, trouver les moyens aussi de réunir les journalistes et prendre sa part de responsabilité dans ce genre de situation. Donc, je pense que même les organisations de la société civile sont aussi... Parce que ça touche tout le monde. Quand on a un soldat qui tombe, je pense que c'est une partie de nous-mêmes, n'est-ce pas, qui Alors, quand on dit, oui, il ne faut pas traiter tout, il ne faut pas tout dire, pour ne pas inoculer la peur, faire la promotion de la peur. Prenons le cas de Radio Karimama, sérieusement. Alors, la radio a l'habitude de fermer à hauteur de 22h ou de 21h. Non. Déjà 18h. Non, a l'habitude de fermer autrefois. 21h, 22h. Et la radio commence à fermer à 18h. Elle ouvrait à 7h ou à 6h. Elle commence à ouvrir à 8h. Sérieusement, vous pensez que... Et puis, elle évite carrément de parler du sujet. Vous pensez que dans ce contexte, les communautés... par ce silence, rien que par ce silence, ne sentent pas véritablement... Elles sont plus vulnérables. Elles sont pas plus vulnérables. Est-ce que de secondes, est-ce que l'armée n'aurait pas mieux fait de trouver un moyen de sécuriser ces acteurs des médias là, afin qu'ils continuent à informer de façon normale, comme si de rien n'était. Et ça pourrait rassurer davantage les populations que de provoquer le silence. Qu'est-ce qui vous dit que même en déplaçant le premier bataillon autour de cette radio-là, que ça ne va pas créer la peur au niveau des populations. Elles vont se poser des questions. Écoutez, pourquoi autant de militaires autour de cette radio qui jadis étaient... Il faut leur expliquer ça. Absolument, c'est pourquoi il faut leur expliquer également pourquoi on ferme à 17h. Tout se résume au contexte pour moi. C'est-à-dire que
eux, ils doivent préserver leur vie. Si vous voulez continuer par les écouter demain qui vient, il faut qu'ils ferment à 17h. Si vous voulez continuer par écouter l'information, le riz du marché est à 25 francs, il faut qu'ils ferment à 17h parce que ces gens-là, ils interviennent de façon imprévisible, brutale, ils sèment la terreur et ils disparaissent. Vous voyez, ils vivent dans la communauté. Et donc, le journaliste qui prend sa petite moto, qui a fini de dire que les djihadistes, encore qu'on ne les appelle pas là-bas djihadistes, sur le chemin, on peut le prendre et l'égorger. C'est la pète pour la nation, c'est une pète pour la nation. Pour sa famille. Entre 17h et 22h, ce qu'il se passe est extrêmement important et pas critère de proximité, est plus important pour ceux qui vivent à Karimama que nulle part dans le Bénin. Moi, au lieu de penser à la censure ou à promouvoir l'autocensure, je pense par exemple que parce que ce sont des milieux extrêmement reculés, des endroits où ce sont les radios communautaires qui ont pour la plupart droit de citer. Et vous savez comment les radios communautaires fonctionnent dans notre pays avec les moyens du bord. Moi, j'aurais par exemple été pour la promotion des points focaux, sécurité, communication, ou je ne sais comment vous les appelez, le renforcement des capacités, que des gens nantis des plus grandes expériences descendent dans des rédactions comme celle-là, que des gens apprennent à être formés à l'information de crise, de sorte que si on voit alerte sur les médias sociaux, 3-4 personnes sortent des photos ou des vidéos qui viennent de nulle part, que Radio Karimama soit joignable, que Radio Bani Kwara ou je ne sais quel autre soit joignable, donne l'information la plus fiable que soit, que l'armée décroche son téléphone, qu'on ne soit pas en train de chercher c'est qui le premier qui aura le courage de décrocher l'appel du premier des journalistes. C'est comme ça qu'on peut rendre ces cités-là, on peut les mettre dans la sécurité, parce que le Bénin, le terrorisme n'a pas commencé au Bénin, et le journalisme en période terrorisme n'est pas né au Bénin. Je veux bien imaginer qu'on dit là, quand on a frappé au cœur de Paris, je crois Charlie Hebdo, je veux imaginer que France 24 a dû modifier sa grille de programme parce que justement, il faut aider les journalistes à ne pas se faire égorger. Oui, Eric. Vous savez, j'aime bien votre exemple en termes de comparaison. Et vous pensez qu'on nous a tout dit sur cette attaque, justement, et qu'à un moment donné, dans ce pays qui a une longue tradition en matière de démocratie, de liberté de presse, qu'il n'y a pas des informations qu'on a gardées. Vous savez, dans ces pays, vous avez des informations classifiées, non classifiées, des informations top secrètes. Mais écoutez, quand on est en crise de l'information, il devient un enjeu. Oulama donne l'exemple en parlant de Sud-Corée, de Russie et puis tout ça. Quand vous suivez les médias français, vous avez une façon de voir la Russie. Et quand peut-être que vous irez suivre les chaînes russes, vous aurez aussi une façon d'avoir une perception sur cette guerre. Et donc, c'est ça, c'est le contexte de guerre, n'est-ce pas, qui oriente un peu la façon dont il faut informer l'opinion publique. Après, en ce qui concerne nos communautés locales, je sais qu'il y a un dispositif à l'échelle locale qui permet, surtout les autorités locales, d'informer les populations et puis tout ça. Parce que ce dont nous parlons, c'est l'information qui passe au niveau des médias. Il y a une façon où vous savez un peu comment ça se passe au niveau dans nos villages. C'est de petits groupes, il y a des individus qui sont connus, à qui nos autorités militaires sont en contact, et quand il y a un problème, on informe. Et puis, cette population a conscience de ce qui se passe justement quand on parle de couvre-feu. Vous savez, quand nous on visitait les installations militaires, on devait visiter un point. Vous imaginez tout le dispositif militaire qu'on a mis à leur disposition, des voitures blindées et puis tout ça. On était sur le pont, enfin, on nous avait déjà embarqué dans une voiture blindée, on devait aller sur le site quand on nous a informé qu'on ne peut plus aller là-bas parce que notre présence, enfin l'information relative à notre présence a été fuitée. Et donc, eux ne peuvent pas prendre le risque de nous conduire à ce poste-là. Parce que parmi nous, il y avait des journalistes RFI, France 24 et TV5 Monde. On a mis un accent sur le fait qu'il y a une délégation française qui visite les sites militaires. On n'a même pas considéré les autres journalistes des médias béninois. Et comment? Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a un article qui a été publié, écoutez, les journalistes sont sur telle position. Donc vous savez, ce que nous disons, c'est assez complexe. Et je pense que c'est en multipliant les causeries, que ce soit par la RAC, l'état-major, n'est-ce pas, que nous pouvons trouver évidemment le rythme avec lequel il faut informer nos populations. Vous savez, toutes les questions d'information. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut peut-être encadrer les journalistes de Karimama et autres, tout ça. C'est vrai, on peut le faire. Mais vous savez, est-ce que c'est juste à cause de la radio que l'armée doit changer son dispositif? Je dis non. Parce que l'armée a mis un dispositif en place et il faut le faire pour tout le monde. Vous avez dit que l'information est un enjeu en période de sécurité. C'est là où l'armée ne peut pas se mobiliser. Quand ils font un coup d'État, le premier lieu où ils s'en vont, c'est d'abord aller récupérer la télévision, la radio nationale. C'est là où j'en viens. Est-ce que vous avez la possibilité d'identifier précisément un journaliste de la radio tout de suite
Vous avez la possibilité de le faire. Tout le monde peut prétendre être journaliste dans la nuit. Tout le monde peut prétendre être technicien dans la nuit. Mais quand il y a une définition, c'est possible que, vous savez, quand vous faites une formation, par exemple, du genre, vous avez 50 secondes, le temps il est parti. Moi j'en veux 15. Ce qui me fait plaisir, c'est une formation qui vous permet de voir la communication de façon transversale. Il y avait des élus locaux, il y avait des préfets, il y avait tous les acteurs qui s'impliquent dans la gestion d'une crise. Et c'est ça qui m'a permis de constater que, au-delà du tout, quand je parlais de l'information tout à l'heure, c'est que les élus locaux ont leur rôle à jouer. C'est pas que l'armée, les élus locaux ont leur rôle à jouer. Les élus municipaux, ils ont leur rôle à jouer. Même le préfet, il a son rôle à jouer. Donc, c'est-à-dire que l'information doit aller dans tous les sens pour permettre à la population de se sentir en sécurité. Mais l'autre chose, c'est que chaque fois qu'il y a une crise, je continue de lui répéter, n'attendons pas des jours, des semaines, des mois avant de former. Il faut donner l'information au fur et à mesure et permettre à la presse de pouvoir relayer si possible et d'analyser la situation. Mais quand vous retenez l'information, si la presse ne traite pas cette information, soyez sûr qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont s'autoproclamer journalistes et qui vont traiter cette information à la presse. Généralement, quand on met l'information officielle à disposition, qu'est-ce que nous en faisons? Bien au contraire, nous avons des doutes. Bien au contraire, ce qui est bien normal. On peut pas refuser un journaliste d'avoir des doutes. En le disant, je ne dis pas que le rôle du journaliste qui est de remettre en cause que c'est un défaut. Je fais allusion à l'information officielle qu'on met à notre disposition. Donc il faut aussi que... C'est déjà le début de l'information. Oui. Voilà. Quand l'état-major publie des communiqués, bon voilà, parfois il y a des commentaires, mais bref, c'est parce que une formation. C'est la raison pour laquelle l'information qu'on doit faire, il faut que l'information soit respectueuse de la cible. Parce que quand on ne peut pas donner l'information et biaiser l'information dès le départ et qu'après, je suppose, on vient nous dire peut-être 20 morts et qu'à la longue, on apprend que c'est 30 morts. Quand vous n'êtes pas sûr de l'information à ce niveau-là, retenez-vous de nous donner des chiffres. Mais le plus important, vous nous dites qu'il y a des pertes en vie humaine, qu'il y a des victimes. Voilà, on va dire des détails, c'est mieux. Mais qu'on entretienne une ambiguïté autour du moi je voudrais dire que même les journalistes dans leur maison avec l'internet aujourd'hui peuvent bien donner l'information. On n'a pas besoin d'aller vers le micro, forcément se déplacer dans les locaux de radio carrément pour donner. Le rédacteur en chef peut être à la maison et organiser un forum avec ses collaborateurs et l'information va être donnée sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez me dire le nombre de morts qu'on a réussi dans le rang de l'ennemi? Ceux qui ont attaqué. On ne peut pas me dire que de tous les tirs que l'armée béninoise a eu à émettre, qu'on n'a pas tué un seul djihadiste. Mais vous n'avez pas eu cette information. Parce que très tôt, eux, ils ont pris le pas sur les réseaux sociaux pour dire on a tué 35 militaires. On a tué 35 militaires simplement parce que ça les avantage. Donc, c'est des gens, ils sont très organisés. Et ça fait l'effet que ça fait, surtout avec la diffusion de la vidéo de ce militaire capturé, qu'on a ligoté, qu'on a fait promener un peu partout. Donc, l'objectif, c'est cela. Donc, nous devons donner l'information de manière à dire, mais c'est vrai, on a eu des pertes, mais dans leur rang également, par exemple. Voilà que nous, journalistes, vous avez vu un peu ce qui se passe au niveau du Burkina. Vous avez vu un peu ce qui se passe au niveau du Burkina. Regardez un peu la manière dont on communique là-dessus. C'est vrai que je ne dis pas qu'il faut communiquer à la hollywoodienne, des frappes chirurgicales et tout ça. Mais le plus important, vous savez, l'armée burkinabé subit aussi des pertes et parfois de graves pertes. Mais dans le même temps, on voit que l'armée burkinabé joue des rôles. L'armée burkinabé frappe. Donc vous voyez, quand en même temps, on montre comment les djihadistes montrent comment eux ils font mal et que l'armée aussi montre un peu comment. Je pense qu'à ce niveau, je ne demande pas qu'on fasse une communication à la hollywoodienne, un peu comme cela se passe actuellement. Oui, mais de quelle façon est-ce que tous les tirs de l'armée béninoise sont des tirs à blanc ou des tirs qui n'ont pas fait mouche? Mais justement, Franck, si on devrait le savoir, vous avez dit, c'est aux premières heures que les terroristes, eux, ont commencé à faire circuler leur information. Mais rattraper le retard. Mais à quel moment l'état-major a fait circuler la sienne?
Oui, ça a pris peut-être le temps que ça a pris. Oui, mais justement, l'information reste une information. Oui, je suis d'accord. Et celui qui a servi en premier son information retient toujours l'attention du public. C'est toujours comme ça à la base d'une information. C'est pour cela que, dès que ça survient, il faut mettre en place un dispositif immédiat pour prendre le devant de l'information. Et non faire peur aux journalistes. Leur demander Quand on demande aux journalistes d'être patriotes, ce n'est pas parce que ils diffusent l'information qui lui plaît. Non, plutôt on lit des informations du genre a jeté par exemple du discrédit sur l'armée, on n'a rien fait. Et le journaliste qui maîtrise son métier, qui a été formé par discréditer l'armée, je ne peux pas former le public. J'avais 10 minutes. Ce sera la fin. Cette émission, merci d'avoir été là. C'est de passer une très bonne journée, heureuse année à vous. Derrière moi, la revue de presse. Bonne journée.